Bienvenue à la bibliothèque de New Providence. Installez-vous, la bibliothécaire va vous apporter le thé. Profitez de la lecture et laissez-vous bercer par les mots. J'écris ces mots en proie à une intense tension nerveuse, car cette nuit, je ne serai plus. Sans le sou, et ayant épuisé la réserve de drogue qui seule rend ma vie supportable, je ne peux endurer plus longtemps cette torture et vais me jeter par la fenêtre de ma mansarde dans la ruelle sordide en contrebas. Gardez-vous de conclure de ma dépendance à la morphine que je suis un être faible ou dégénéré, car lorsque vous aurez lu ces pages hâtivement griffonnées, vous comprendrez peut-être pourquoi, même si jamais tout à fait. L'oubli ou la mort étaient mes uniques refuges. J'étais le subrécargue d'un cargo mixte qu'un navire de guerre allemand avait capturé en haute mer, dans l'une des zones les moins fréquentées du vaste Pacifique. C'était au tout début de la Grande Guerre, et les forces navales des Huns n'avaient pas encore totalement sombré dans leur barbarie ultérieure. Ainsi, notre vaisseau fut-il arraisonné conformément aux règles en vigueur, et son équipage traité avec toute l'équité et la considération due aux prisonniers faits en mer. La discipline de nos ravisseurs était d'ailleurs si relâchée que, 5 jours après notre capture, je me débrouillai pour m'échapper, seule, sur une petite embarcation avec de l'eau et des provisions pour plusieurs jours. Enfin libre, je me rendis compte après avoir longtemps dérivé que je n'avais pas la moindre idée de l'endroit où je me trouvais. N'ayant jamais été très bon navigateur, j'arrivais seulement à déduire de la position du soleil et des étoiles que j'étais quelque part au sud de l'équateur. Mais à quelle longitude ? Je l'ignorais. Et pas une île, pas une côte à l'horizon. Le temps resta au beau fixe, et je dérivai pendant je ne sais combien de jours, sous un soleil de plomb, attendant qu'un bateau passe ou de m'échouer sur les rives de quelque terre habitable. Mais il n'y avait ni terre, ni navire en vue. Et sur cette houleuse immensité d'un bleu illimité, ma solitude était telle que je commençais à désespérer. Le changement se produisit pendant que je dormais. Comment, exactement, je ne le saurais jamais, car mon sommeil, bien qu'agité et tourmenté de rêves, avait été très lourd. Lorsque je m'éveillai enfin, ce fut pour constater que j'étais à moitié pris dans la gangue d'une hideuse fange noire qui s'étendait autour de moi à perte de vue, et dans laquelle ma barque était immobilisée à quelque distance de là. Vous vous imaginerez peut-être que ma première réaction, face à un tel changement de décor, aussi prodigieux qu'inattendu, fut de me demander ce qu'il s'était passé. En vérité, j'étais plus terrifiée qu'étonnée, car l'air et la vase mêlée de matière en décomposition avaient un je ne sais quoi de sinistre qui me glaça jusqu'à la moelle des os. Des carcasses en putréfaction de poissons et de quantité d'autres créatures difficiles à décrire saillaient à perte de vue sur la boue de cette plaine putride. Mais peut-être est-ce à tort que j'espère rendre par de simples mots l'inexprimable hideur incrustée dans le silence absolu de cette immense désolation. Pas le moindre son, et, partout, rien qu'une vaste étendue de vase noir. Pourtant, ce silence de mort, l'homogénéité même de ce paysage me pesait et me terrifiait au point de m'en donner la nausée. Le soleil brillait au zénith d'un ciel si cruellement dépourvu de nuages qu'il semblait presque noir, comme s'il reflétait le marais d'encre où j'étais plongée. Tout en me hissant dans mon bateau, je me rendis compte qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule explication à ma situation. Une éruption volcanique d'une force exceptionnelle avait dû faire remonter à la surface de l'océan une portion de son plancher, exposant ainsi des régions restées cachées pendant plusieurs millions d'années sous d'insondables profondeurs aquatiques. La nouvelle terre qui avait surgi à mes pieds était d'une étendue telle que, même en tendant l'oreille, je n'entendais pas le moindre bruit de vagues. Et pas un oiseau de mer ne venait se repaître de tous ces cadavres. Pendant plusieurs heures durant, je demeurai assis à réfléchir,
ou à me morfondre dans la bande d'ombre étroite que me procurait mon embarcation couchée sur le côté, tandis que dans les cieux le soleil traçait son sillon. À mesure que le jour avançait, la boue devenait moins pégueuse et semblait devoir être bientôt suffisamment sèche pour supporter le poids de mon corps. Cette nuit-là, je dormis peu. Le lendemain matin, je me préparais un paquetage de vivres et d'eau en prévision d'une traversée de ces terres, à la recherche de la mer disparue et d'un éventuel secours. Le 3e matin, j'estimais que le sol était assez sec pour me permettre de m'y aventurer sans problème. L'odeur de poisson était épouvantable, mais j'avais des sujets de préoccupation autrement plus graves à l'esprit pour me soucier d'un inconfort aussi anodin. Ainsi, n'hésitais-je pas à m'élancer courageusement vers l'inconnu. Marchant résolument vers l'ouest pendant toute la journée, je me laissais guider par un lointain monticule qui, seul, se détachait nettement sur ce désert de petites collines. Cette nuit-là, je campais, puis me remis en marche dès le lendemain vers cette butte, bien qu'elle ne me parût pas beaucoup plus proche que la première fois où je l'avais vue. Le 4e soir, j'atteignis le pied du monticule. Celui-ci se révéla nettement plus haut qu'il n'avait semblé l'être de loin, et dominait d'autant plus le relief général qu'il se dressait au milieu d'une vallée. Trop épuisé pour en faire l'ascension, je passai la nuit à l'ombre de ses flancs. J'ignore pourquoi cette nuit m'apporta des rêves aussi délirants. Mais avant que la lune, fantastique et alors sur son déclin, ne se fût élevée au-dessus de la plaine orientale, je me réveillai trempée d'une sueur glacée et bien déterminée à ne plus fermer l'œil. Les visions qui m'avaient assaillie étaient bien trop abominables pour que je puisse les supporter à nouveau. Dans le rougeoiement de la lune gibbeuse, je compris combien j'avais été mal avisée de voyager en plein jour. Sans la brûlure de ce soleil aveuglant, mon expédition m'aurait coûté beaucoup moins d'énergie. D'ailleurs, je me sentais maintenant tout à fait capable d'accomplir l'ascension devant laquelle j'avais reculé au crépuscule. Ramassant mon sac à dos, je me dirigeai vers la crête. J'ai déjà dit que la monotonie ininterrompue de ce paysage de collines basses était pour moi la source d'une horreur diffuse. Mais je crois pouvoir ajouter que celle-ci n'était rien à côté de celle que je ressentis lorsque j'atteignis le sommet du monticule et que je baissai les yeux vers une fosse, ou un canyon, si profond que la lune ne s'était pas encore suffisamment élevée dans le ciel pour en éclairer tous les sombres replis. J'avais l'impression d'être penchée sur le précipice du bord du monde et de contempler le chaos insondable d'une nuit éternelle. J'étais d'autant plus effrayée que ma terreur se doublait de curieuses réminiscences du paradis perdu et de l'épouvantable manière dont Satan surgissait du fond de ces informes royaumes des ténèbres. Comme la lune continuait de monter dans le ciel, je m'aperçus que les pentes qui descendaient vers la vallée n'étaient pas aussi abruptes que je l'avais imaginé. Plusieurs corniches et éperons rocheux constituaient autant de points d'appui, ce qui faciliterait considérablement la descente. En outre, après une brusque plongée sur une centaine de pieds, la pente s'adoucissait. Pressé par je ne sais quelle mystérieuse impulsion, je descendis tant bien que mal en bas de la falaise et parvins sur la côte moins escarpée. De là, je pus contempler les profondeurs stygiennes où la lumière n'avait jamais pénétré. Soudain, mon attention fut attirée par un immense et curieux objet sur la pente opposée, qui s'élevait abruptement à une centaine de yards en face de moi. Et comme la lune continuait de monter dans le ciel, ses rayons le nimbèrent de lumière blanche. J'eus beau me dire qu'il ne s'agissait que d'un gigantesque bloc de pierre, ses contours et la manière dont il se dressait trahissaient le fait que la nature ne l'avait pas créé seule. Je l'examinai plus attentivement et fus envahi par des sensations que je ne saurais rendre. Car en dépit de sa taille imposante, et bien qu'il reposât depuis l'aube des temps dans un abîme ouvert au fond des océans, je sus que cet étrange objet était un monolithe soigneusement ouvragé, dont la masse impressionnante avait été sculptée, et peut-être même adorée, par des êtres vivants dotés de la faculté de penser. Stupéfait et effrayé à la fois, mais non sans éprouver ce frisson de plaisir propre aux scientifiques ou à l'archéologue, j'examinai les alentours plus attentivement. La lune, maintenant presque à son zénith, projetait sur les hautes pentes escarpées qui bordaient la crevasse une étrange lueur dont l'éclat me révéla la présence, au fond du gouffre, d'un fleuve impressionnant.
Ces méandres disparaissaient hors de ma vue, en amont comme en aval. Mais alors que j'arrivais sur sa rive, l'eau vint presque me mouiller les pieds. De l'autre côté de la crevasse, les vaguelettes léchaient la base du monolithe cyclopéen, à la surface duquel je pus enfin distinguer plusieurs sculptures grossières, ainsi qu'une série d'inscriptions qui ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu dans les livres. Des hiéroglyphes d'un genre totalement inédit, constitués, pour l'essentiel, des symboles marins conventionnels, tels que poissons, anguilles, pieuvres, crustacés, mollusques, baleines et tout ce qui s'ensuit. De nombreux caractères représentaient manifestement des créatures aquatiques inconnues du monde moderne, mais dont j'avais observé les formes en décomposition sur la plaine surgie du fond des océans. Cela dit, je fus surtout fascinée par les bas-reliefs. Ils étaient si gros que je les distinguais parfaitement, malgré le cours d'eau qui nous séparait, et mettaient en scène toute une série de sujets à faire pâlir d'envie un doré. Il me sembla qu'ils représentaient des hommes, ou du moins un certain type d'homme, car ces créatures s'amusaient comme des poissons dans une grotte sous-marine, quand elles ne s'adonnaient pas à un culte dans quelque sanctuaire monolithique manifestement lui aussi sous-marin. Permettez-moi de ne pas vous décrire en détail leur visage ou leur silhouette, car le simple fait de me les remémorer me fait défaillir. Grotesques, au-delà de tout ce qu'aurait pu imaginer un pot ou un bulveur, ils ressemblaient pourtant, malgré leurs pieds et mains palmés, leurs grosses lèvres effroyablement flasques, leurs yeux vitreux et protubérants, et autres traits encore moins plaisants à se rappeler, diaboliquement à des hommes. Curieusement, ces créatures semblaient avoir été sculptées sans tenir compte des proportions. L'une d'elles était même représentée en train de tuer un cachalot à peine plus gros qu'elle. Je fus frappée, comme je l'ai dit, par leur aspect grotesque et leur taille étrange, mais décidée, après un moment, qu'il devait s'agir là des dieux imaginaires de quelques tribus primitives de pêcheurs ou de navigateurs, de ces tribus dont les derniers descendants ont péri d'innombrables siècles avant que naquît le tout premier ancêtre de l'homme de Piltdown ou de Néandertal. Frappé de stupeur par cet aperçu d'un passé si reculé que le plus audacieux des anthropologues ne saurait l'imaginer, je demeurai songeur un bon moment tandis que la lune jetait des reflets bizarres sur le canal qui s'écoulait en silence à mes pieds. C'est alors que je la vis. Un léger remous agita la surface du fleuve. La chose émergea des eaux noires, aussi répugnante et immense que Polyphème. Elle s'élança vers le monolithe, tel un monstre surgi d'un cauchemar stupéfiant. L'enveloppa de ses gigantesques bras écailleux, inclina sa tête hideuse et laissa s'échapper certains sons cadencés. C'est à ce moment-là, je crois, que je devins fou. De ma course frénétique sur la pente et de mon escalade de la falaise, puis de mon délirant voyage de retour vers le bateau échoué, j'ai presque tout oublié. Je crois avoir beaucoup chanté, puis ri bizarrement quand je fus incapable de chanter. J'ai quelques souvenirs épars d'une violente tempête ayant éclaté peu après que j'eus regagné le bateau. En tout cas, je sais que j'ai entendu ces coups de tonnerre et autres bruits assourdissants que la nature émet seulement lorsqu'elle est déchaînée. Lorsque j'émergeai des ténèbres, je me trouvais dans un hôpital de San Francisco, où m'avait conduit le capitaine d'un navire américain qui m'avait recueilli en plein océan. J'avais beaucoup parlé dans mon délire, mais je me rendis bientôt compte que nul n'avait pris mes propos au sérieux. Mes sauveteurs n'avaient entendu parler d'aucune secousse sismique dans le Pacifique. Et je ne jugeais pas nécessaire d'insister sur ce point, sachant qu'ils refuseraient d'y croire. Un jour, j'entrai en relation avec un célèbre ethnologue que mes singulières questions en rapport avec Dagon, le dieu poisson des antiques légendes philistines, amusèrent beaucoup. Mais je m'aperçus très vite que ce savant était désespérément conventionnel et ne l'interrogeai pas plus avant. C'est la nuit, surtout quand la lune gibbeuse décline, que je vois la chose. J'ai bien essayé la morphine, mais la drogue ne m'a apporté qu'un léger sursis. Pire, elle m'a pris en sa serre et a fait de moi son esclave éternel. C'est pourquoi j'ai décidé d'en finir, maintenant que j'ai terminé ce récit qui servira ou bien à instruire, ou bien à déchaîner les rires moqueurs de mes contemporains. Je me demande souvent si tout cela ne relève pas simplement d'un délire, fruit d'un accès de fièvre qui m'aurait saisi alors que je gisais sous un soleil de plomb, au fond de la coque de noix à bord de laquelle j'avais échappé au navire de guerre allemand. Mais chaque fois que je me le demande,
cette vision surgit devant moi, abominablement précise, pour me répondre. Je ne pense jamais aux profondeurs océanes, sans revoir en frémissant ces créatures innommables qui se traînent et pataugent en ce moment même dans leur lit de vase, adorant leurs vieilles idoles de pierre et gravant leurs propres détestables images sur des obélisques de granit sous-marin. Je songe au jour où ces créatures pourraient surgir des flots pour y entraîner dans leurs griffes nauséabondes les restes d'une humanité chétive et épuisée par la guerre. Au jour où les terres sombreront et où le noir fond des océans remontera pour émerger dans un monde livré au chaos universel. La fin est proche. J'entends un bruit à la porte, comme si quelque immense corps visqueux cherchait à l'enfoncer. Elle ne me trouvera pas. Oh mon Dieu! Cette main! La fenêtre! La fenêtre! La lecture touche à sa fin. N'oubliez rien derrière vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.